Forum, Pietro Bugnon, Thibaut Chalère. Coronavirus, en fait-on trop? C'est notre grand débat, Thibaut Chalère. Et oui, d'un côté, un nombre de décès relativement faible, Pietro, mais de l'autre, des mesures qui se prolongent dans le temps ou qui sont élargies, comme à Genève avec la fermeture des boîtes de nuit, le port du masque obligatoire dans certains commerces, dans les commerces. D'un côté, des secteurs économiques qui souffrent et de l'autre, des épidémiologistes inquiets. Bref, la situation actuelle est compliquée, d'autant plus qu'elle est difficile à appréhender avec des statistiques officielles qui sont parfois fausses ou tout simplement floues. Alors, 3 invités sont autour de la table pour essayer d'y voir un peu plus clair. Samia Hurst, vous êtes médecin, bioéthicienne, prof à l'Université de Genève. Vous faites partie de la task force Covid-19. Bonsoir. Bonsoir. Didier Sornet est professeur à la chaire de risques entrepreneuriaux au Poly de Zurich. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Alexandra Richard, vous êtes journaliste au sein de notre rubrique scientifique. Bonsoir. Bonsoir. On commence avec vous, Alexandra Richard. On va s'arrêter sur la situation actuelle, essayer de la définir. On en est où exactement ? Alors aujourd'hui, on est à 181 nouveaux cas qui ont été annoncés à l'OFSP pour la journée d'hier. Donc oui, ça augmente de nouveau. On était à une quarantaine de cas quotidiens en moyenne à fin juin, une centaine au milieu des vacances scolaires et depuis une semaine, on flirte parfois avec les 200 cas. Donc le virus circule toujours, on est à un niveau relativement bas et nous, on bouge aussi un peu plus qu'avant. Nos vies ont repris un cours plus normal. On se retrouve entre amis, on danse, on se marie. Donc il y a pas mal d'activités qui ont repris aussi. Il y a plus de cas, ça veut dire que l'épidémie est en train de redémarrer ? Alors bien sûr, nous, ce qu'on aimerait maintenant, c'est que le virus ne circule plus du tout, mais il faut aussi relativiser cette hausse. D'abord parce qu'on teste plus aujourd'hui, donc il y a aussi un effet de loupe, on en a parlé plusieurs fois, on voit la réalité plus juste, en quelque sorte. Et puis il semble qu'aujourd'hui, le virus émerge par foyer, c'est ce que nous expliquait l'épidémiologiste Antoine Flahault la semaine passée. On peut les identifier du coup, et puis casser ces chaînes de transmission assez tôt. Et puis l'autre chose qui est rassurante, c'est la mortalité qui reste basse. 3 décès hier, 5 hospitalisations. Probablement parce que ce sont surtout les jeunes qui sont touchés. En Europe, en Suisse aussi. Ici, les 20-39 ans représentent 45% des cas annoncés à l'OFSP pour le mois de juillet. Samia Hurst, on a plus de cas, moins de morts, moins d'hospitalisations aussi. Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation gérable que l'on souhaitait au début de la crise, une fois la courbe aplatie avec des systèmes de santé qui tiennent le choc ? Oui, alors c'est ce qu'on espère, de se dire que maintenant le traçage des contacts, l'identification des cas par des tests effectivement assez larges, quoique en fait on teste moins qu'au début de l'épidémie, donc c'est aussi un des facteurs qui doivent nous rendre prudents, eh bien ça puisse suffire avec la mise en confinement des personnes malades et de leurs contacts, mais d'elles seulement, à garder un frein actif. Et on le voit, le nombre de cas augmente nettement moins qu'il ne le faisait au mois de mars et avril. En d'autres termes, les moyens qui ont été développés pendant le semi-confinement pour répondre à une nouvelle augmentation des cas fonctionne. Le problème, et c'est là où je vais un tout petit peu moduler ce qui a été dit, c'est qu'en fait, ces moyens, ce frein actif, ils ont des limites. Les cantons ne peuvent gérer qu'un certain nombre de cas dans l'isolement et le traçage des contacts, et si ce nombre de cas venait à être dépassé, eh bien, on se retrouverait dans une situation où ce frein serait insuffisant, ce qui impliquerait de prendre d'autres mesures. Évidemment, tous les apprentissages qui ont été faits pendant le premier semi-confinement avaient entre autres pour but d'essayer d'en écarter la perspective d'un deuxième, et donc on ne souhaite aucun d'entre nous retourner dans ces situations-là. Et vous, Didier Sornet, est-ce qu'on peut dire que pour vous, les mesures vont trop loin actuellement par rapport au risque réel que représente le coronavirus ? Vous qui êtes un spécialiste du risque, justement. Vous voulez me présenter comme celui qui est contrariant par rapport aux mesures qui sont prises. En fait, effectivement, il ne faut pas négliger la sévérité de cette pandémie, de cette épidémie, mais comme je l'ai dit déjà de nombreuses reprises sur de nombreux médias, il faut prendre une approche de portefeuille complète. Par exemple, quand une intervenante précédente a dit, ou vous avez même posé la question, le virus circule-t-il encore ? On voudrait qu'il ne circule plus. C'est prendre la question par le mauvais bout, parce qu'en fait, le virus, il va circuler pendant des années. Je dirais même, je peux prédire pendant l'éternité.
Donc en fait, cette focalisation sur le fait d'éradiquer complètement la convergence du risque zéro de ce virus, nous avons 7 types de coronavirus coexistence avec l'humanité. Le premier qui a été mis en évidence, c'est le H1N1, le fameux grippe espagnole de 1918. Nous coexistons avec ces espèces-là et donc en fait, il ne faut pas faire une focalisation. Donc j'aurais tendance à dire effectivement qu'il y a une exagération sur un type de pathologie particulier aux dépens d'une vision complètement systémique et les conséquences peuvent être assez graves sur la santé des concitoyens. Vous dites qu'il y a un effet de loupe en quelque sorte actuellement. Il est dû à quoi Didier Sornet? C'est la continuité de la focalisation qu'on connaît depuis janvier, février, mars, avec effectivement une vague très importante d'excès de mortalité pendant les mois de mars-avril. Mais il faudrait aussi relativiser la chose. Par exemple, en Suisse, on est quand même parmi les très bons élèves. Là, on se place par les meilleurs pays avec le Danemark, le Norvège, etc., même si on est les moins bons des bons élèves, en quelque sorte. Mais si on regarde la situation par rapport aux autres années, nous avions un déficit, excusez-moi de parler comme un statisticien, de cette chose très très grave, un déficit de décès à cause d'un hiver extrêmement doux et très peu de cas de grippe filmant. Donc en fait, par rapport aux 5 années précédentes, on avait vraiment une courbe de mortalité en déficit. Et on pourrait dire en fait que l'excès de décès qui a eu lieu à cause de coronavirus, c'est les gens qui étaient très effectivement vulnérables en général, qui ont malheureusement été exposés. Donc sur l'année, on va tomber sur quelque chose qui est à peu près plat par rapport aux autres années. Il faut avoir une vision globale de la situation pour savoir comment attribuer les moyens là où il faut, en fonction d'une analyse complètement systémique. Alors vous avez abordé la question de la mortalité. Alexandra Richard, vous avez fait aussi les comptes, vous avez comparé les années, notamment 2020, aux années précédentes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que 2020 a été particulièrement meurtrier jusqu'ici à cause du coronavirus? Alors, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a eu ce pic de décès au printemps, quand on était vraiment en haut de la courbe des cas de coronavirus. Mais selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, c'est vraiment le seul moment jusqu'à présent, donc du 16 mars au 19 avril, où on a une surmortalité cette année en Suisse. Elle était par exemple de 39% pour la semaine du 30 mars au 5 avril. Et puis après ce pic, il a été largement compensé, effectivement, à tel point qu'à fin juillet, on avait même moins de décès en Suisse qu'en 2019 sur la même période. C'était 400 de moins environ, et puis encore moins qu'en 2015, 1640. Cette année-là, la canicule, justement, la grippe hivernale ensemble, réunis, avait fait beaucoup de victimes, 3000 de plus que la normale. Et jusqu'à présent, le coronavirus, lui, a tué 1709 personnes. Donc ça veut dire, Alexandra, qu'en 2020, mortalité, toute cause confondue, la 2020 est moins tueuse que 2015, par exemple, une année avec canicule et grippe réunies? C'est ça, exactement. Maintenant, la seule nuance qu'on peut apporter, c'est peut-être qu'aucune mesure n'a été prise à ce moment-là pour les contrer, la grippe, la canicule. C'est ce que rappelle aussi l'Office fédéral de la statistique. On parlait tout à l'heure aussi de ces questions de confinement. Ça a peut-être aussi eu un effet sur le coronavirus, ce qu'on n'a pas appliqué au moment de la grippe ou de la canicule. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que le coronavirus semble être la première cause de décès aux États-Unis, dans plusieurs pays européens, où il est maintenant devant les maladies cardiovasculaires, les cancers. Alors pour la Suisse, là, l'OFS m'a précisé tout à l'heure qu'ils n'avaient pas encore ces chiffres-là. On a généralement un délai de 2 ans en Suisse pour ce qui est de la cause des décès, parce que c'est assez compliqué à calculer. Et puis en plus, encore davantage avec le coronavirus, où c'est pas toujours étiqueté vraiment comme cause principale de décès, puisque c'est souvent aussi relié à d'autres pathologies, par exemple les problèmes cardiaques. Samia Hurst, j'imagine que vous voulez réagir, notamment sur cette expression employée par Didier Sornet, le risque zéro. Est-ce qu'on est en train aujourd'hui de chasser le risque zéro ? Alors non, en fait, il est très clair que le virus va continuer de circuler. La question, c'est combien et à quel prix, en termes humains, en termes économiques, en termes de décès également. Il ne faut pas oublier, quand on voit les chiffres de décès qui sont bas actuellement, que, pour le dire de manière un peu crue, ça prend un certain temps de mourir quand on est malade. Donc il y a un délai entre l'augmentation des cas et l'augmentation des décès. Et puis quand on regarde le nombre de tests qui étaient positifs au mois de mars et avril, on voit qu'en fait on a détecté davantage les cas
plus grave. Aujourd'hui, on détecte mieux, c'est vrai. Ça veut aussi dire qu'on doit s'attendre à ce que ce délai entre le début de l'augmentation des cas et le début de l'augmentation des décès soit plus long. Et donc, je serais prudente avant de dire maintenant c'est en ordre parce que ce sont des personnes qui vont pas mourir de ça, qui l'ont attrapé. En fait, on ne le sait pas. Cette question de calculer avec la surmortalité, c'est évidemment au cœur de la discussion et ça va le rester pendant un certain temps encore parce que, en effet, les freins ont été actifs, en effet, des mesures ont été prises. En effet, on voit en comparant avec des pays où aucune mesure n'a été prise que finalement, on a évité beaucoup de décès. Alors, c'est ça un tout petit peu ce qu'on appelle en santé publique le paradoxe de la prévention. Un des objectifs de mesures efficaces, c'est qu'après, on se dise « Ah bon, tout ça pour ça ?» parce que justement, ça a marché et que donc, on a l'impression d'avoir pris des mesures excessives alors que si on ne les avait pas prises, on aurait eu l'impression au contraire de ne pas avoir pris au sérieux une menace grave puisqu'à ce moment-là, le risque serait survenu. Et puis, un autre aspect important, c'est que lorsque l'on parle de la surmortalité et du déficit de mortalité après, il ne faut pas oublier que les mesures de distance, de gestes barrières, d'hygiène des mains, le port du masque nous protège non seulement contre le coronavirus, le SARS-CoV-2, mais contre toute une série d'autres maladies infectieuses. Et on voit ces graphiques impressionnants où tout à coup, il y a une sorte de falaise. Les maladies infectieuses qui vivent avec nous le reste du temps chutent elles aussi. Et donc, les mesures que nous avons prises pour nous protéger contre le coronavirus nous ont aussi protégés contre d'autres maladies. Mais qu'en est-il des dommages collatéraux, Didier Sornette? Vous estimez qu'ils sont assez grands, que le coût des vies sauvées par toutes ces mesures, il est très élevé pour le reste de la société? Ce que je propose, en fait... La question est pour Didier Sornette. Ah. Allez-y, Didier Sornette. Ok, merci. Autrement, vous êtes honneur aux dames, si vous voulez. Honneur aux dames. Allez-y, Didier Sornette. Très bien. Voilà. En fait, je souhaiterais poser le problème non pas comme une question de coût, mais comme une question de mettre en balance les vies sauvées face aux vies mises en danger. Parce que, évidemment, déjà, un chiffre qui vient de l'Organisation mondiale de la santé, il y a 48 pays dans le monde qui sont en fragilité extrême et qui ont besoin des chaînes alimentaires qui ont été complètement perturbées suite au confinement, suite aux ruptures de toute l'économie. Et c'est eux-mêmes qui ont prévu une famine biblique, c'est leur terme, de proportion biblique, avec des niveaux de morts, de décès de centaines de milliers de personnes, disent-ils, par jour. Donc voilà, c'est la question. Alors, il y a aussi mes collègues médecins, etc., qui ont aussi montré que se focaliser sur cette pensée de silo épidémiologiste, que je respecte, c'est un travail fantastique, merveilleux, a quand même le déficit de ne pas regarder toutes les conséquences sur les décès des gens qui ne vont pas se faire soigner. Ça, on le sait, on l'a tous entendu. Donc en fait, à nouveau, les coûts ensuite ne sont en train que de survenir. Parce que moi, j'attends un tsunami économique qui est en train de se développer, qui va se croître sur les mois et sur les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sorti du problème. Les cascades de défaillances de millions de petites compagnies entraînent déjà des suicides, des dépressions, des disruptions, des problèmes considérables au niveau de la société. Donc quand on fait, je pourrais continuer pendant des heures sur toutes les conséquences de ces coûts, rien que pour les États-Unis, on estime en valeur annualisée à 32 à 35% de baisse du produit national brut. C'est absolument énorme, c'est plus grand que la Grande Dépression en valeur annualisée, dont on sait qu'elle a eu comme conséquence de mettre en danger la vie de centaines de millions de personnes par les conséquences de malnutrition, etc., dans le monde entier. Donc là, on a un endettement considérable, des conséquences de coûts économiques considérables, et on est dans une situation assez artificielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gouvernements et les banques centrales sont venus au secours en payant les gens à rien faire. Alors, un petit peu en Suisse, ça a été assez bien géré, beaucoup plus dans énormément de pays occidentaux. Et donc, on a une impression quasi normale, mais c'est une normalité totalement artificielle où les gens apprennent, en quelque sorte, à détruire le système capitaliste de travail, croissance, production et consommation pour rester chez eux et être payés à rien faire.
Il y a eu une évaluation, Didier Sornet et puis Samia Hurst, de ces mesures prises par le Conseil fédéral. Alexandra Richard, on a mesuré l'effet de ces mesures de confinement, appelons-les ainsi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu passablement d'études. On commence aussi à avoir pas mal de recul maintenant. Il y a eu des études en Chine, en Europe, en Suisse, avec toujours cette même conclusion. On a pu sauver des vies, effectivement. On a pu éviter 3 millions de décès supplémentaires dans 11 pays européens, selon des chercheurs londoniens. Le confinement, les gestes barrières ont fait baisser de 80% en moyenne le taux de reproduction du virus, par exemple. Et en Suisse, les mesures, est-ce qu'on a mesuré leur impact, justement ? Alors ici, c'est l'Université de Berne qui a fait le lien entre la date du 16 mars, c'était le jour de la décision du Conseil fédéral, et puis les chiffres des décès et la capacité des hôpitaux aussi. Si on avait attendu un seul jour de plus, il y aurait eu 500 décès supplémentaires. Et puis si on avait fait une semaine plus tôt ce confinement, ces mesures-là, 1600 vies auraient pu être sauvées. Ça a aussi permis de protéger le système de santé, selon ces chercheurs bernois, puisque là encore, si on avait attendu une semaine de plus, près de 2000 patients auraient eu besoin d'un lit en soins intensifs, tous en même temps, et puis le système aurait été surchargé. Alors on a ce chiffre-là, on a les chiffres évoqués par Didier Sornet. Samia Hurst, vous dites quoi aujourd'hui, que le jeu en valait la chandelle, même s'il y a des conséquences terribles, un tsunami, nous dit Didier Sornet? Alors, on est tous d'accord que le coronavirus est une catastrophe économique. Et je pense qu'on doit effectivement être prêt à devoir continuer à gérer celle-ci pendant un certain temps, peut-être même plus longtemps que la circulation du virus, car dès qu'il y aura, et on espère que ce sera bientôt, un traitement efficace et ou un vaccin sûr et efficace, eh bien ce problème sanitaire sera écarté, mais le problème économique sera encore avec nous. Le problème, c'est qu'en fait, on n'avait pas le choix de ne pas avoir la pandémie. Et lorsque on calcule le déficit économique qui nous arrive dessus, eh bien, il faut éviter évidemment de faire la comparaison avec le monde tel qu'il serait s'il n'y avait pas eu la pandémie. En fait, la comparaison doit être faite avec le monde tel qu'il serait si les décisions avaient été différentes. Et là, c'est pas si évident que ça qu'on puisse mettre à la porte, si on veut dire, sur le seuil de la porte des décisions anti-pandémiques, la récession économique qui arrive, car les personnes changent de comportement face à une maladie infectieuse avec ou sans instruction. On le voit d'ailleurs, le ralentissement économique affecte autant, parfois même davantage, des pays qui ont pris moins de mesures que nous, voire qui n'en ont prise aucune. En plus, on est interdépendants dans notre monde actuel, donc évidemment, quand on dépend de l'activité économique des uns des autres, oui, ça va changer la donne. Mais il y a un élément essentiel dans ce qui a été dit, c'est on arrive, désolé, on arrive au terme de ce débat. Merci à tous les trois. Le temps file, décidément, quand on vous écoute. Samia Hurst, Didier Sornet, Alexandra Richard, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour ce débat qui ne fait que commencer. On le continuera évidemment à mesurer les conséquences du coronavirus en Suisse et dans le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Forum, Pietro Bugnon, Thibaut Chalère.